Conformément à sa dernière volonté, le lundi 21 octobre 2013, Bruno Metsu est inhumé au cimetière musulman de Yoff, une ultime preuve, s'il en était besoin, de l'amour ombilical que portait le natif de Coudekerque-Branche, commune française située dans le nord de la France, au Sénégal, pays de l'Afrique de l'Ouest. Un dernier voyage dans un pays qu'il a adopté et que lui a aimé. Un dernier vœu de l'homme Metsu, car 6 jours plus tôt, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2013, Bruno Metsu rendait l'âme dans son village natal après un ultime combat contre plusieurs cancers. Son combat contre la maladie, voilà, cela prouve encore le lion qu'il a été, cela prouve aussi l'homme courageux qu'il a été. Le fait qu'il ait demandé à être enterré chez nous, paix à son âme, que Dieu l'accueille en son paradis, ne me surprend pas. Ne me surprend pas du tout. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours aimé le Sénégal. C'est quelqu'un qui très rapidement est tombé amoureux du Sénégal et le Sénégal le lui a bien rendu. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il s'est marié à une Sénégalaise. C'est pas pour rien qu'à sa mort, il a demandé à enterrer en terre sénégalaise. Je pense qu'il n'y a pas meilleure preuve d'attachement à un pays que cela. Agréablement surpris par le nombre de personnes qui se sont déplacées, l'autoroute, les gens qui ont applaudi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, je n'étais pas surpris qu'il se fasse enterrer ici, parce qu'il se considère comme un Sénégalais à part entière. Un retour au pays de la Teranga, le pays de l'hospitalité. Une dernière preuve d'amour après celle apportée à tout un peuple, sur des terrains de football. Moins de 2 ans de compagnonnage, 1 an et 2 mois pour être précis, et pourtant, Bruno Metsu a donné des victoires, nourri des émotions et des effusions, écrit les plus belles lettres de l'histoire du football sénégalais. Bruno Metsu est un homme qui fonctionne à l'instant. Et comme un signe du destin, sa venue au Sénégal s'écrit au feeling et au flair. Flair de ceux qui vont l'embaucher, bien sûr. Choisir un entraîneur, c'est évaluer la capacité d'un homme à s'adapter à un contexte, à un effectif, à un moment, dans la vie d'une sélection ou dans la vie d'un club. Ce n'est pas simplement, je dirais, faire appel à des étiquettes, ce n'est pas simplement s'en remettre à une réputation. C'est davantage que ça, c'est plus complexe. On sortait des années 2000, après une participation à une Coupe d'Afrique au Nigeria, après une participation assez satisfaisante, comme on le voit dans la vie des institutions, au niveau de la fédération, il y a eu des changements. Des changements qui ont coïncidé avec l'arrivée de El Hadj Malick Sy Souris. Je venais d'arriver à la Fédé et juste je suis tombé sur un match Guinée-Sénégal à Conakry que nous avions perdu d'ailleurs, 1-0. Et puis j'étais à côté d'un Toubab qui m'a présenté comme qui était entraîneur de la Guinée, qui venait de quitter et qui venait se faire remplacer par quelqu'un d'autre qui, bon, on s'est salué, on était côte à côte et on a regardé le match entièrement à 2. Donc quand on regarde un match avec une personne, on peut déjà évaluer
sa connaissance du foot, disons, quand on connaît le foot. Le président El Hadj Malick Souris m'en avait parlé, m'avait demandé est-ce que en France je ne connaissais pas des entraîneurs qui avaient envie de venir au Sénégal. Donc moi sans hésiter, vu que je connaissais Bruno, je lui avais dit écoutez, je connais un entraîneur qui s'appelle Bruno Metsu, je suis sûr et certain qu'il faut le faire et qu'il pourrait vraiment nous apporter. C'est bien d'échanger avec Metsu, mais il faut que je sache quand même qui il est, comment il est vu sur le marché français, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai appelé Pape Diouf, j'ai dit bon, j'ai contacté, j'ai encore un tel, il faut qu'il me donne son avis. Et lui il m'a dit bon, c'est vraiment la bonne personne, tu peux y aller. En cette période-là, dont il est question, au début des années 2000, Bruno Metsu, qui avait déjà entraîné Etienne Mendy, qui ne l'oublions pas, était mon assistant, mon collaborateur et mon adjoint, je dirais même à la Société Mondiale Promotion que j'avais créée, l'avait eu comme entraîneur. Et entre Etienne et moi, la réflexion est permanente et très souvent, nous pensons un peu la même chose. On a des rapports avec Pape qui me faisaient confiance. Et à l'époque, on était parti. Après, j'étais parti en rendez-vous avec voir le président de la fédération à l'époque, Souris, avec Bruno. Et puis on était venus, on avait fait une première rencontre et tout. Puis après, les choses se sont accélérées. Et on s'est rencontrés tous les trois à Monaco, discrètement. On a discuté, et puis on s'est mis d'accord. Et puis quand on s'est mis d'accord, en sport, on tape sur la main et puis après, on fait une convention. Le 30 octobre 2000, Bruno Metsu signe un contrat de 2 ans avec la Fédération sénégalaise de football, dirigée à l'époque par El Hadj Malick Sy Souris. 13 ans plus tôt, en 1987, l'ancien joueur, passé par Lille, Nice ou encore Anderlecht en Belgique, démarre sa carrière d'entraîneur. La première équipe qu'il dirige s'appelle Beauvais. Parmi ses plus grandes réussites dans le football en Hexagone, la montée de Sedan de National 1 en Ligue 2. C'est donc en France qu'il noue ses premiers liens avec des Sénégalais. Etienne Mendy, Aliou Cissé sont parmi ceux-là. C'est lui qui m'a permis de rentrer dans le circuit professionnel, puisque lors d'un match, il était sur le côté dans les tribunes, d'un match que je faisais à l'époque où j'avais 15-16 ans. Puis à la fin du match, il m'avait demandé, en me disant qu'ils ouvraient un centre de formation à Beauvais et tout, et qu'ils voulaient que je puisse l'intégrer. Donc c'est comme ça qu'un peu je suis rentré dans le centre de formation, puis bon, ça a été mon entraîneur. Il était entraîneur-joueur en fait à l'époque à Beauvais, donc c'est lui qui m'entraînait et en même temps j'ai joué aussi en pro avec lui, comme j'avais commencé jeune avec lui, donc j'avais eu aussi l'occasion, lui il était en fin de carrière, de faire un match professionnel, 2-3 matchs professionnels avec lui. J'ai rencontré Bruno alors que j'avais, je pense, 17 ans, 18 ans à Lille. Lui, c'était l'entraîneur de l'équipe première de Lille et moi, j'étais avec la CFA 2. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, j'ai fait partie pendant pratiquement 1 an, 2 ans où il était à Lille des jeunes joueurs qui quittaient le centre de formation pour aller intégrer le groupe professionnel. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis par la suite, ça ne s'était pas très bien passé pour lui à Lille. Il est parti à Sedan. Et quand il est parti à Sedan, je pense qu'il s'est rappelé qu'il y avait un jeune garçon qui était à Lille. Il m'a recruté de Lille à Sedan. Sur la pointe des pieds, l'homme à la crinière arrive au Sénégal. Inconnu au bataillon, Metsu l'est. À l'annonce de sa nomination, les journalistes sénégalais s'interrogent. C'était à la salle du CRD, le Centre régional de développement de la Fédération internationale d'athlétisme. Il y avait une salle, tout le monde était là-bas, tout le monde s'est regardé. Mais il vient d'où là? Les gens étaient surpris, mais il vient, comment il peut nous prendre cet entraîneur que personne ne connaît? Donc les gens étaient dubitatifs. Les gens pensaient plutôt à d'autres entraîneurs, peut-être pas à Metsu, qu'on découvrait en quelque sorte, même si on avait un peu suivi sa trajectoire en Guinée lorsqu'il a été annoncé que c'est lui qui allait prendre les rênes de l'équipe nationale. On a un peu cherché à voir quel est son parcours, par où il était passé, quels sont ses faits d'armes. Bon, mais ça a été une surprise parce que c'est comme si, à l'époque, El Hadj Malick Sy Souris, qui était président de la fédération, venait de sortir un peu, tel un magicien, un entraîneur de son chapeau. C'est d'abord le président El Hadj Malick Sy Souris qui a eu la main heureuse en faisant venir Bruno Metsu. On ne le connaissait pas trop au niveau du Sénégal, au niveau de la presse. Peut-être ça, au départ, suscitait beaucoup de curiosité, mais il n'y a pas eu de problème. Les journalistes, peut-être, se posaient des questions, mais ils étaient surtout dans une position d'attente
pour savoir ce qu'il valait réellement. Bruno Metsu vient de quitter la Guinée-Conakry. Sur son compagnonnage avec le pays voisin, peu de traces. À peine s'est-il engagé avec la Guinée en 2000 qu'il laisse la place. Le président Malick Sy Souris n'aura pas eu le temps de le débaucher. La collaboration avec le Sili s'achève avant même d'avoir commencé. Il était en Guinée et la Guinée venait de se... si la Guinée, je crois que n'était pas suspendue, aujourd'hui c'était la Guinée qui faisait les éliminatoires de Bruno allait rester là-bas. Et comme par hasard, la Guinée est suspendue, Bruno est venu au Sénégal. Je crois qu'il est parti même volontairement, si je me trompe, et il a passé son... Il a présenté un autre de ses copains qui voulait prendre la relève, mais il est parti volontairement. Il avait donné un accord de principe, une sorte d'accord de principe à la Guinée. C'était assez flou, rien n'avait été signé entre les deux parties, mais il y avait effectivement plus qu'une approche, il y avait, c'est vrai, aussi plus qu'un frémissement. Je n'ai pas débauché du tout, il voulait changer. Donc, vous voyez que le Sénégal l'intéressait. Octobre 2000, Bruno Metsu est officiellement désigné entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Les négociations se sont passées entre Monaco et Dakar. Peu ou presque pas d'exigence de la part du Français. Bruno Metsu aura un salaire mensuel de 13 millions de francs CFA. L'entraîneur compte bien faire ses preuves et obtenir ses plus-values sur le terrain. Donc quand j'ai dit à Bruno, venez à Dakar, on va discuter, j'avais une liste de candidats. Hein. Mais il m'a dit, lui, bon, il n'avait pas de prétention. Ce qui l'intéressait, c'est de prouver ce qu'il savait faire. Et ça s'est même vérifié quand on a négocié le contrat. Il m'a dit, moi, pour le salaire, je m'aligne au salaire habituel, mais c'est sur les primes. Si j'ai fait des résultats, qu'on les gratifie. Si je n'en fais pas, tant pis pour moi. Ça, je peux le confirmer. Et puis, de toute façon, Bruno, c'est un passionné. Ça a toujours été un passionné. Nous, je vois, il nous entraînait. Il était entraîneur-joueur à l'époque, donc ça veut dire qu'il s'entraînait. Après, il venait, il nous entraînait, il passait son temps au stade. De là, c'est quelqu'un qui met toujours les aventures humaines avant tout ce qui peut être financier. Et lui, il ne s'est jamais plaint des conditions. Bruno, c'était quelqu'un... il était capable d'aller entraîner en Afghanistan, il était capable d'aller entraîner en Irak. Je veux dire, dans un espace vert, il était capable de te créer une séance d'entraînement. Dans un couloir d'hôtel, il était capable de te créer une séance. Et puis, peu importe les conditions où on était, c'était quelqu'un qui était capable de positiver et transmettre cette positivité, justement, à tout le groupe. J'ai vu quelqu'un qui a su toujours garder son sang-froid, son calme, pour montrer aux gens que l'essentiel n'est pas là. Ce sera sur le terrain. Mais essayer d'avoir une grande faculté qu'on demande chez un compétiteur, c'est l'adaptation. Il avait cette faculté d'adaptation. Voilà, Bruno pouvait s'adapter dans n'importe quelle condition. Il nous est arrivé de nous déplacer dans des conditions difficiles. Sincèrement, je n'ai jamais entendu Bruno se plaindre. Il est même resté plusieurs mois sans être payé. Hein. L'homme est plutôt d'un contact avenant, une approche facile. Les rencontres se font en différents cadres, chacune arrivant à son heure et dans son contexte. Je crois que je suis le seul joueur de l'époque qu'il a eu en club et par la suite en sélection. Mes premiers contacts avec Bruno Metsu, c'était en France parce que Bruno Metsu a entraîné à Valence et moi je jouais avec Guignon avec Alexis Dupont. Et Dupont et Metsu, c'était des plus grands copains au monde. Donc voilà. Et puis Alex lui a parlé un peu de moi. Quand on l'a nommé entraîneur, il est venu me voir. À l'époque, j'étais à Lens. Et il est venu me voir avec Pape Diouf et Etienne Mendy. Et c'est Bruno qui nous a donné la raison de venir et surtout de dire qu'il y a quelque chose à faire, de gagner une Coupe d'Afrique et de se qualifier pour une Coupe du Monde. Il m'a parlé. Et je me suis rendu compte qu'il avait préparé quelque chose. On a discuté un peu de l'équipe du Sénégal. Et après, il m'a dit, bon, de façon, Ablaye, il y a beaucoup d'informations sur vous qui ont précédé votre arrivée ici. Et je crois que je vais continuer le travail avec vous. Aussitôt, il s'est rectifié pour dire tu. Lors de l'entraînement, lorsqu'il est venu se présenter en étant notre nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Lui nous avait vu auparavant, lorsqu'on a joué justement contre la Guinée Conakry, où il était dans les tribunes
avec une autre personne. Et donc voilà, il s'est présenté de la manière la plus simple. On connaissait, moi je ne le connaissais pas personnellement, mais Aliou Cissé nous avait déjà touché quelques mots puisqu'ils avaient eu la chance de travailler les deux ensemble. L'histoire a horreur des omissions. Alors, n'en faisons pas. C'est avec l'Allemand Peter Schniger que le Sénégal entame les éliminatoires de la CAN 2002. Après avoir concédé un nul devant le Togo à domicile, les Lions se font battre justement en Guinée-Conakry 1-0. Un match qu'a regardé Bruno Metsu à côté de Malexis Souris. En mars 2001, la Guinée-Conakry se fait suspendre de toutes les compétitions internationales organisées par la FIFA pour ingérence de l'État. Mais en 2000 déjà, le Sénégal peut se prévaloir d'avoir fait un bon parcours à la phase finale de la CAN 2000, accueilli par le Nigeria. En effet, durant 5 ans, l'Allemand Peter Schniger a fait un travail remarquable et formé un bon groupe pour le Sénégal. Difficile de ne pas s'en souvenir. Des joueurs comme El Hadji Diouf, Ferdinand Coly, Lamine Diatta, je peux encore citer des noms. Les Amara Traoré, les Salif, tous ces joueurs sont venus jouer au Sénégal avant l'arrivée de Bruno Metsu. Je me rappelle encore lorsqu'ils sont venus me voir, j'étais encore à Lommel, pour me solliciter. Je leur ai donné ma parole que je viendrais jouer pour cette équipe nationale. Le premier entraîneur que j'ai connu ici au Sénégal, c'est Peter Schniger. En 2000, c'était un retour de notre équipe nationale en compétition africaine, CAN, après 2 ans d'absence. Parce qu'en 98 et en 96, 98 au Burkina, 96 en Afrique du Sud, on n'était pas présents. Ça faisait mal au pays. L'apport de Peter Schniger a été un apport, fraternel. Il aime le Sénégal. Peter Schniger aimait le Sénégal. C'était quelqu'un qui lui était plus sénégalais qu'autre chose. Et à partir de ce moment-là, il avait cette facilité aussi à justement rassembler les joueurs. Peter a fait du très bon boulot au Sénégal. Et c'est quelqu'un que j'ai passé de très bons moments avec. Et c'est quelqu'un aussi que je respecte pour ce qu'il a fait pour mon pays. Et je le considère comme un Sénégalais à part entière. On a commencé à bâtir avant 2002. Mais quand Bruno est arrivé, il a mis sa touche personnelle. C'est pourquoi je parle de lui avec un autre style de management. Et c'est là où j'ai dit que c'était, à mon avis, un entraîneur intelligent. Il n'a pas fait table rase. Après le départ de Peter Schniger, son successeur dirige son premier match à la tête du Sénégal devant l'Ouganda. Une rencontre qui se joue à Kampala le 13 janvier 2001. Sénégalais et Ougandais se quittent sur un score de parité, 1-1 dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2002. En même temps que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, se jouent également les matchs qualificatifs à la Coupe du Monde 2002. Bruno Metsu, en maître d'œuvre du chantier, insuffle progressivement aux uns et aux autres l'envie de vaincre. Cela passe par le travail, mais aussi le discours de l'homme. Pourtant, à première vue, difficile de croire que derrière le sourire et la joie de vivre se cache un homme méticuleux, un professionnel, un compétiteur, un gagneur. Il ne lâche rien et retrouver son sourire et sa joie de vivre après le coup de sifflet final. Attention, ce ne sont pas nos mots, mais bien ceux des acteurs de l'époque. Bruno donne toujours cette air de bohémien. Il a toujours, en lui-même, il a reflété la joie de vivre. Et je crois que cette joie de vivre-là était essentielle dans ses relations avec ses joueurs et partant avec son équipe. D'ailleurs, il suffit de se remémorer des prestations des Lions de l'époque. Elles étaient joyeuses, elles étaient, je dirais, dans l'entrain. Et Bruno Metsu, crinière au vent, en était, je dirais, un tout petit peu l'aiguillonneur. Quand on regarde Bruno Metsu, quand on le rencontre pour une première fois, on se dit mais c'est qui ce coach-là? Ses cheveux longs, le style hippie un petit peu. Donc on a l'impression qu'il est un petit peu léger, quoi. Dans les rapports, il y a un élément qui semble être une valeur assez forte dans une collaboration, qui était une constante, la loyauté. Mais aussi, en voyant l'homme, j'ai tout de suite senti une personne qui
basé en tout cas toute sa démarche sur une certaine liberté, une indépendance qu'il laissait à l'autre. C'est un grand professionnel, et quand je dis professionnel, vraiment dans le grand sens du mot, quoi. Voilà, c'est que c'est quelqu'un qui arrivait à faire de la proximité quand il fallait le faire, mais il savait aussi à un moment donné dire bon, maintenant stop mon travail. Et à l'entraînement aussi, il ne faut pas comprendre les choses 2 fois ou 3 fois après, c'est tout de suite ou rien. La veille de notre match contre la France, il s'est pris la tête avec Lamine Diatta sur remplacement. Et je n'ai jamais vu Bruno comme ça de ma vie. L'attaquant est venu s'intercaler entre Malick Diop et Lamine Diatta dans les 5,50 m pratiquement. Et là, je me rappelle de ce cri de Messi qui a retenti même à travers le monde parce qu'il y avait un mode de journalistes, il y avait tout le monde entier qui était présent. Mais partout on entend la voix de Messi parce que pour lui, cette faute d'inattention-là pouvait coûter cher à l'équipe du Sénégal. Sur le terrain, il demandait à qui que ce soit, il était capable de crier sur moi, comme il était capable de crier sur Elage, comme il était capable de crier sur Tony ou qui que ce soit. Ça ne le dérangeait pas franchement de le dire, de nous insulter. Nous tous sommes flippés, ça y est, on commence à se prendre la tête déjà, maintenant non. Après il a appelé tout le monde et il a fait comprendre que demain, les mêmes erreurs que tu feras aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire demain, je te rectifie maintenant. C'est pas parce que je t'ai fait sortir que tu vas pas jouer le match. Tu vas jouer le match et je sais que tu seras l'un des meilleurs. Et malgré il est devenu fou d'un seul coup et il est revenu encore sur terre pour vous dire seulement comment il travaillait. Il connaissait le foot, c'est un gros travailleur. C'est tout. Quand on travaille et qu'on reste compétent dans ce domaine, il y a toujours la réussite au bout. Ici, on ne réussit pas, on ne gagne pas parce que le charlatan ou le marabout a dit qu'on gagne. Ça, c'est les mauvaises langues qui disent la chance, mais toutes les équipes, la chance, elle est pour tout le monde. Ce qui différencie les uns des autres, c'est le travail et la connaissance et la compétence. C'est quelqu'un qui avait compris que le football, c'est vrai que c'est une affaire de préparation, c'est une affaire de technique, c'est une affaire de tactique, c'est une affaire de physique, mais c'est fondamentalement une affaire d'hommes. Et les hommes, s'ils n'ont pas envie d'y aller ensemble, de faire bouger la montagne, c'est pas possible, rien ne peut se faire. Nous, à l'époque, en jeune, pour une petite anecdote, on était un club moyen de Beauvais et on s'est retrouvé 2 fois en finale de Coupe de Gambardella alors qu'on n'avait pas de moyens par rapport à des clubs comme Toulouse, Saint-Etienne et tout, et on battait tout le monde sur notre passage. On arrivait, on était habillés presque avec chacun avec ses survêtements et tout, alors que les autres équipes étaient déjà bien structurées et tout. C'est pour donner un peu le côté où on avait tellement une motivation qu'il arrivait à nous transmettre qu'on arrivait à faire des choses sur le terrain qui étaient extraordinaires. Franchement, Bruno, il savait comment nous piquer. Parce qu'il savait que nos familles étaient plus sous tension que nous. C'est quelqu'un quand même qui, à partir de cette connexion, disons, humaine, qu'il a pu avoir avec les joueurs, a pu avoir un groupe qui était capable d'aller plus loin, le plus loin possible dans ces compétitions. Bruno, dans son style de management, responsabilisait tous les acteurs. Vu les résultats lors de son passage, qui était un passage très court pour un entraîneur, mais les résultats ont fait que ces résultats font voir une certaine longévité à la tête de l'équipe, alors que non. Vu de loin et de très loin, l'homme paraît laxiste. On lui reproche sa trop grande proximité avec les joueurs, avec qui il partage des moments de détente hors des terrains de football. Après des débuts bien paisibles, les relations entre Bruno Metsu et une partie de la presse sénégalaise se tendent. Le premier cité trouve injustes les accusations, alors que les résultats se construisent petit à petit. Mais les journalistes ne l'entendent pas de cette oreille. L'image de l'équipe nationale du Sénégal se joue tout aussi bien sur et en dehors des terrains. La relation presse-entraîneur, c'est toujours un sélectionneur même. La relation presse, c'est un dépit amoureux en fait. C'est un dépit amoureux. À certains moments, effectivement, ça a été des relations très difficiles qui ont pu même être conflictuelles. Et je pense que c'est dû au fait que lui, comme les leaders de l'équipe, comme les El Hadji Diouf, Fadiga,
à Louis Cissé, il vivait difficilement un certain traitement que leur faisait la presse et qu'il considérait comme un traitement qui était injuste. On avait l'impression qu'il y avait une certaine injustice parce que je pense que le plus important, dans un premier temps, je dis bien, hein, dans un premier temps, le plus important, c'est souvent le terrain pour un footballeur. C'est vrai que sur le terrain, on essayait de faire le maximum, mais je pense qu'on le faisait de la plus belle des manières. Parce qu'il avait dit à l'époque qu'il a l'impression que malgré tout ce qu'il ferait, les journalistes seraient plus obnubilés par ce qui se passe en dehors des terrains que sur le terrain. Personnellement, en ce qui nous concerne au niveau du populaire à l'époque, c'est vrai qu'on avait une ligne qui gérait le volet en tant que journaliste sportif, on gérait le volet sport effectivement. Mais tout ce qui se passait en dehors du terrain nous intéressait particulièrement. Tous les journalistes qui suivaient ce groupe-là, ils n'avaient pas la même ligne éditoriale. Il y a certains journalistes qui étaient plus focalisés sur les aspects sportifs, sur le football, la préparation de l'équipe, la prestation des joueurs. Il y a des journalistes qui avaient des préoccupations qui sont plutôt people. Il y a eu cette question de discipline que la presse estimait qui n'était pas bien gérée à l'époque. Bon, je pense que c'est dans l'ensemble la quasi-majorité des organes de presse sénégalais, que ce soit les radios ou la presse écrite, pensaient qu'il y avait du laisser-aller dans ce groupe-là. Il y a eu des excès qui nous ont amenés même à recadrer pour remettre les gens sur les rails. Il y a eu l'épisode de la CAN 2002 au Mali, où des joueurs sont sortis en boîte. Bon, ça avait créé beaucoup de problèmes au niveau du groupe entre les journalistes et la presse et l'équipe nationale en général. Des fois, on est tellement sous les feux des critiques de certaines choses qui sont tellement, certaines choses qui sont agaçantes, qui fait que des fois l'entraîneur perd un peu ses nerfs. Je vous donne un exemple. Quand on était dans la phase de préparation à Fujeda, au Japon, à un moment, on nous appelait Dakar pour dire que oui, il y a El Hadji Diouf qui se bat avec Henri Camara. Quand cette information est tombée, ces joueurs étaient en train de prendre leur thé dans la même chambre. Et tous les jours étaient en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Nous, on essaie d'avancer, ils nous tirent vers le bas, etc. Mais qui avaient du mal à passer avec certains journalistes, parce que sûrement, eux disaient qu'il laissait trop de liberté, mais ils ne savaient pas effectivement tout le travail qui était fait en amont par Bruno Metsu. Il disait qu'il n'en faisait pas ça, mais fondamentalement, il en faisait qu'à la preuve, il ne parlait pas à certains journalistes. À la limite, quoi. Je vais vous raconter une scène. En pleine Coupe du Monde, on devait jouer notre deuxième match contre le Danemark. La préparation, nous, on était venus là-bas, la veille ou l'avant-veille du match, pour lui parler avec les joueurs. Il a refusé complètement. C'était le président de la fédération d'alors qui a essayé de rabibocher et Amara Traoré. Et même, j'ai travaillé à l'époque à parfaite collaboration avec Cheikh Tidiane Fall, où chaque jour, on était toujours à deux dans ma chambre, dans sa chambre, pour essayer d'arranger les angles, et ainsi de suite. Et je le faisais sous les ordres de Metsu, même si je le dis maintenant. Et souvent, il a fallu même que je me mette à négocier pour que Bruno Metsu se prête à l'exercice consistant à accorder des interviews ou à sacrifier à l'obligation qui était imposée par la FIFA aux entraîneurs de faire des conférences de presse. Je me rappelle avoir été une fois, du temps de ce même Bruno Metsu, à Aldo Club, une boîte de nuit de Dakar, l'avant-veille d'un match de l'équipe nationale, parce qu'on avait eu des informations que certains joueurs, notamment El Hadji Diouf, y étaient. À 1h, 2h du matin, on a retardé le bouclage justement parce que, bon, à l'époque, on était en ville, on était à 5 minutes de cette boîte de nuit. On a été là-bas avec un photographe pour voir de quoi ça retournait. Et je sais que ça n'avait pas trop plu à Metsu, puisque le lendemain, à la séance d'entraînement, il avait quand même eu à faire la remarque que ce que les gens font traquent ces jours en quelque sorte. Ce n'était pas la meilleure des manières pour huiler les relations. Et on lui avait répondu que simplement qu'on faisait avant tout notre travail. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de problème dans le groupe, mais la grande majorité, la plupart des problèmes qui étaient répertoriés dans la presse, ça ne correspondait pas à la réalité. Et ça faisait tellement mal à ces joueurs-là que les relations étaient très difficiles. Un journal avait écrit quelque chose de bizarre sur El Hadji Diouf. Donc El Hadji Diouf, ce jour-là, c'est El Hadji Diouf qui a appelé. Et les journalistes, et certains jours, il faut qu'on se parle les yeux dans les yeux. On est venus ensemble. Moi, ma maman, ma famille, c'est vos radios qu'elle écoute. Mes frères, c'est vos journaux qui le lisent. Donc il faudrait qu'on travaille de main à main. Ce jour-là, j'ai été ébahi. Les joueurs dont on parlait, avec qui il était très proche, en tout cas,
lui retournait souvent la balle et sur le terrain. C'était ça la méthode Metsu, on l'a bien compris par la suite. On est obligé de compter avec les journalistes parce que les journalistes, il faut plutôt les voir comme les relais des populations ou des supporters des Lions. Il ne faut pas les voir seulement comme des électrons qui ne représentent, qui n'ont rien derrière eux. En fait, il faut voir le public, les populations, les supporters des Lions qui sont derrière. Il avait beaucoup d'estime pour la presse, hein, contrairement à ce que les gens disent. Il avait beaucoup de considération pour la presse. Mais des fois, la relation presse-entraîneur, c'est toujours un sélectionneur même. La relation presse, c'est un dépit amoureux en fait. Le style de management remis en cause, oui, par une partie de la presse qui relaie les sorties des joueurs en boîte de nuit. Mais les choix des hommes aussi font l'objet de remises en cause. Sur le chemin de la Coupe du Monde et après la phase finale de Coupe d'Afrique 2002, le positionnement de Aliou Cissé sur le terrain fait débat. Mais voilà, les deux hommes ont longtemps cheminé ensemble. Et comme tous les entraîneurs, Bruno Metsu marche aussi à la conviction. La critique sera certainement prise en compte puisque Aliou Cissé sera repositionné en libéraux devant la défense. Mais le natif de Casamance restera le capitaine de cette épopée 2002 avec ce mythique surnom de l'homme aboyeur. Metsu, Aliou Cissé, c'est trop profond les deux. Metsu il fait part des gens qui ont fait Aliou Cissé Metsu. Sincèrement, pour vous dire la vérité, je pense qu'avec Bruno, ça a toujours été des clashs entre lui et moi. La réalité, c'est ça. C'est que Bruno m'a connu très jeune. Voilà, donc ça veut dire que l'image qu'il avait de moi, ce n'est pas cette image-là qu'il avait des autres joueurs. Il me connaissait parfaitement. Il savait ce qu'il fallait. Il savait qu'à un moment donné, je manquais de concentration. Je pense que dans le groupe, s'il y en avait un à qui il avait vraiment qu'il avait l'œil sur lui, c'est vraiment moi. L'équipe de 2002, il y avait un noyau qui était là à partir de la CAN. Il y a 2 ou 4 jours. Parmi ces jours de la CAN 2000, il y avait le leader, le capitaine, c'était Pape Malick Diop, qui est un défenseur de formation. Aliou Cissé, les gens ne comprenaient pas que le gars puisse faire confiance à Aliou Cissé et lui donner le brassard de capitaine. Quand il est arrivé, monsieur, c'est moi qui, contre l'Ouganda, c'est moi qui devais être le capitaine. C'est moi le plus ancien du groupe contre l'Ouganda. En parfaite intelligence, j'ai discuté avec Metsu à l'époque. Il dit que bon, les jeunes sont là, je sais qu'aujourd'hui ce match-là je vais jouer, mais dans la suite les jeunes vont continuer. En parfaite intelligence, on s'est mis d'accord. Je ne l'ai jamais dit. C'était son leader tout, hein? C'était Aliou, c'était lui qui gérait tout. Mais à l'intérieur du groupe même, il y a certains joueurs même qui n'étaient pas d'accord. Ils ne le disaient pas en on, mais en off. Et parce que ce n'était pas le patron technique, mais Metsu lui faisait confiance. Je le prenais pas mal. Pourquoi je le prenais pas mal? Parce que je savais que malgré la dureté qu'il avait en moi, il croyait en moi. Voilà. Parce qu'avec Bruno, j'ai tout joué en équipe nationale. Voilà. Bruno a fait partie des gens qui m'ont aussi imposé en équipe nationale au moment où tout le monde me critiquait. Et ça, je ne peux pas l'oublier. À l'époque, on jouait en 4-4-2. Dans ce 4-4-2-là, Aliou, il était défenseur central avec Lamine Diatta. Bon, les gens on peut critiquer, effectivement, mais sur les matchs qu'Aliou faisait en défense centrale, c'était de bons matchs. Mais Aliou jouait au milieu terrain. On a perdu notre match de préparation contre l'Arabie Saoudite. C'est depuis ce match-là qu'Aliou n'a plus jamais joué en défense centrale. Il a fait venir Pape Malick Diop et Aliou a été un peu décalé au milieu de terrain, puis qu'il joue un peu le libéraux du milieu de terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malick a trouvé naturellement son poste en tant que défenseur central, en tant que... Et puis maintenant, il fallait mettre Aliou sur le terrain. Et en intelligence, c'est là, parce qu'un entraîneur intelligence, c'est savoir utiliser ses hommes. Aliou, c'était capitaine, aboyeur, donc sur le terrain. Donc c'est ça. Et puis là, il le faisait bien. Donc sur le terrain, il galvanisait, il haranguait en tant que capitaine ses troupes. Il a cette faculté-là. Bruno Metsu critiqué, oui, il le sera. Et pourtant, les premiers concernés adhèrent à la méthode. Être responsable de ses actes en dehors du terrain. Mais tout donnait lors des rencontres et des séances d'entraînement. Les joueurs ne s'y trompent pas. Leur relative liberté est conditionnée par leur performance. Vous avez 2 manières de procéder. Vous avez la manière à la Giroud, qui va être là chez vous matin, midi et soir. Limite vous dire à quelle heure vous devez vous coucher, à quelle heure vous devez vous réveiller. Vous finissez par être lassé, mais à la fin, vous vous dites heureusement que ce type était là. Bruno Metsu, c'était le gars qui vous responsabilisait, qui disait voilà, tu es majeur et vacciné,
tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux devenir, tu sais le chemin que tu dois faire. Si tu penses que l'autre chemin, c'est celui qui va t'amener là-bas, prends-le à tes risques et périls. Irresponsabiliser les joueurs d'une autre manière que Giroud qui était plutôt, qui couvait peut-être un peu trop. Bruno, peut-être pour certaines personnes, était un petit peu trop laxiste, ce qui n'était pas du tout le cas. D'abord, il avait des idées, mais il avait des joueurs pour appliquer ces idées-là. Les joueurs lui faisaient une confiance aveugle. Je te dis que les joueurs nous fuyaient. Certains joueurs nous fuyaient parce qu'ils ne veulent pas que Metsu nous voit avec eux. Tellement il avait une emprise, contrairement à ce que les gens pensaient, peut-être il laissait les joueurs sortir, mais il avait une emprise telle que, sur son groupe que les gens récitaient un peu ce que Metsu faisait. Et quand je suis arrivé ici au Sénégal, sous l'ère Bruno Metsu, après Peter Schneider, on habitait ensemble, au Virage. Moi, quand je venais ici, on habitait ensemble. Et je me rappelle, à l'époque, il disait à sa femme, Daba, dès que je viens en équipe nationale, tout ce qu'elle a joué dans la maison, tu lui fais. Je veux qu'elle soit prête pour le match. Bruno, c'est ce qu'il disait. C'est un des premiers entraîneurs que j'ai eu, ouais, je pense le premier entraîneur que j'ai eu qui m'a fait regarder des vidéos de nos adversaires. Bruno a apporté vraiment un professionnalisme différent vraiment de ses prédécesseurs. J'ai entendu beaucoup de gens dire que ce groupe-là était capable de s'autogérer. Ce groupe-là n'avait pas besoin d'entraîneur et qu'avec n'importe quel entraîneur, on aurait pu faire les résultats qu'on avait fait. J'ose même pas imaginer ce qu'on serait devenu sans Bruno Metsu, sincèrement. Voilà, donc je pense que c'était lui l'entraîneur et c'était lui le football en fait. Hein. Voilà, il avait inculqué chez les joueurs un comportement que je retiendrai toujours de lui, la gagne. Effectivement, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Quand il a une idée, il va jusqu'au bout. Et cette culture de la gagne, on le sentait surtout sur le terrain, chez nos joueurs, qui savaient ce que signifiait mouiller un maillot, c'est-à-dire respecter le football. À l'époque, ça parlait de trop, les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient, nanani nanana, tout le monde parlait. Mais c'était la gagne. Bruno, le seul schéma de Bruno, c'était la gagne. Lui, il s'en foutait du reste. Tant qu'on gagnait, il était l'homme le plus heureux. Parce qu'il nous a toujours dit, c'est les très bons joueurs qui jouent des matchs de football, mais c'est des hommes et des guerriers qui les gagnent. Et on a toujours joué comme ça. Je pense qu'il avait cette particularité de savoir tirer le meilleur des joueurs en leur laissant la liberté de faire ce qu'ils voulaient faire, mais en restant dans le cadre du football, dans le cadre du sport à un certain moment. Quand ils entraient sur le terrain, on voyait qu'ils se donnaient, qu'ils se battaient, parce qu'ils se disaient quelque part aussi, certains avec qui on a discuté bien des années après, même dernièrement, après le décès de Metsu, un joueur de l'équipe nationale de la génération 2002 m'a fait part de ça, en disant que bon, le regret qu'on a, c'est que les gens n'ont pas compris ce que Metsu cherchait. Il voulait que les gens vivent, soient libres, qu'ils s'amusent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais une fois sur le terrain, qu'ils se donnent pour que tout le monde se rende compte que ce jour-là, il est en train de se battre pour le drapeau, pour le Sénégal. Dans la vie aussi, il faut oser. Et tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de paraître. Lui, ce n'était pas son style. Il était naturel dans ce qu'il croyait. Et soit il disait aux gens, jugez-moi sur deux éléments. L'entraîneur, l'être humain. L'homme au discours galvanisateur. L'entraîneur qui donnait de l'affection à ses joueurs. Ces derniers se sentaient redevables et le lui rendaient bien sur le terrain. Mais osons le dire, entre 2001 et 2002, c'est d'abord un groupe qui est né, qui a eu envie de vivre ensemble et qui a partagé plus que le football. Tout le monde était important et chacun jouait sa partition. Entre nous tous, il y avait chacun avait sa part de responsabilité. La chance qu'on a eue dans ce groupe-là, c'est qu'en dehors du football, il y avait quelque chose qui se passait déjà, en dehors du football. Donc ça veut dire que le football était juste la continuité de cette vie de groupe qu'on avait. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, sur le terrain, il y avait cette solidarité et que quelqu'un était capable de se battre pour le prochain qui est à côté, qui est en difficulté. Donc, et ça, c'est important. Avant tout, on était des Sénégalais.
Des Sénégalais, des vrais Sénégalais, parce que si tu regardes notre équipe, Tony Silva, il a fait sa formation ici avant d'y aller. Omar Daf, pareil. Malik Diop, la plupart de l'équipe, je vais dire. Même ceux qui ne sont pas nés ici, ou bien ceux qui sont partis très tôt, quand on les appelait pour venir défendre les couleurs du Sénégal, ils étaient pressés. C'était tout un ensemble, hein. Ce n'était pas Bruno Metsu et le groupe Bruno Metsu, non, on était tous ensemble. C'est-à-dire que nous, jusqu'aux intendants, on était ensemble. C'est-à-dire que même à l'hôtel Ngordiarama, les gens qui faisaient nos chambres faisaient partie de notre équipe. Et il faut dire aussi qu'à la Fédé, quand même, on avait aussi de grands messieurs. Parce que le président El Hadj Malick Sy Souris, je pense qu'il a su, d'une manière intelligente, en tout cas répondre à toutes les attentes, tout en étant toujours intelligent. Dans tous les paliers, on avait quelqu'un d'important. Bruno Metsu qui nous aimait comme ses enfants. Jules François Bocandé qui est l'emblème du football sénégalais. Qu'aujourd'hui tu ne peux pas parler de football sans parler de Jules François Bocandé. Mansour Wade qui est l'un des meilleurs gardiens de tous les temps du Sénégal. Et El Hadj Malick Sy Souris qui a écrit les meilleures pages du football sénégalais. On était bien, super, on avait tout pour réussir. Mais maintenant, tout était là et là. Il y avait cette envie de tout le monde de faire exactement, d'aller vraiment dans le même sens. Et c'est vrai que Bruno est venu et a trouvé en la personne d'Aliou Cissé comment dire, un relais sur le terrain, voilà, un relais sur le terrain, parce qu'ils se connaissaient et Aliou nous expliquait comment était Bruno et expliquait aussi à Bruno comment étaient les joueurs. Nous, on était des vrais Sénégalais. Notre victoire, c'était déjà ça. Parce qu'avant les matchs, Moussa, il allait à Parcelles. Même Habibé, il allait à Guédiawaye. Il avait sa famille là-bas, ainsi de suite. Sylvain Ndiaye, pareil. Malheureusement, avec tout ce qu'il y a eu entre 2002 et 2003, je pense qu'il n'y avait aucune chance, contrairement à ce que beaucoup pensent, pour que le Sénégal gagne la CAN en 2004. Il y avait eu trop de mal qui a été fait, il y avait eu trop de choses qui se sont passées qui n'auraient peut-être pas dû se produire dans ce football-là pour espérer faire des résultats. Pour les éliminatoires Coupe du Monde 2002, le Sénégal est dans le groupe 3 en compagnie du Maroc, de l'Égypte, de l'Algérie et de la Namibie. Sénégal-Maroc 1-0, Sénégal-Égypte 0-0, Sénégal-Algérie 3-0, Sénégal-Namibie 4-0, Égypte-Sénégal 1-0, Algérie-Sénégal 1-1, et l'incroyable se produit le 21 juillet 2001. Le Sénégal étrille la Namibie 5-0 et se qualifie pour la première fois à une Coupe du Monde. Les Lions terminent premiers de leur poule devant le Maroc avec 4 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Les performances d'un pays avec à sa tête un entraîneur français attirent les projecteurs des médias étrangers. Ce jour-là, sur la petite plage de Ngor à Dakar, la température s'élève subitement. Les Lions sont de retour au pays, tout un peuple les accompagne. En moins d'un an, les footballeurs sénégalais sont passés du statut de mauvais élèves à celui de star. Désormais, le Sénégal ne respire plus que pour ses Lions. L'homme de cette fulgurante métamorphose est français. En octobre 2000, Bruno Metsu est nommé entraîneur national. Il convainc les expatriés de jouer pour leur pays. 19 sélectionnés sur 22 évoluent en France. Metsu a les rigueurs et beau jeu. Le Sénégal gagne à nouveau. Chaque joueur a de la qualité, voire de grosses qualités. Maintenant, ce qui est important, c'est que chaque garçon se met au service du collectif. Ce qui a fait ce plus, c'est justement cette solidarité, cette bonne ambiance. Chaque sortie des Lions provoque une hystérie collective. Un élan populaire qui rappelle l'épopée de l'équipe de France en 1998. France-Sénégal, une histoire qui s'entremêle. Le 31 mai prochain, le Sénégal rencontre la France en match d'ouverture de la Coupe du Monde. Une partie qui enflamme déjà les esprits. Avant de rencontrer Zidane et les champions du monde, le Sénégal a une autre mission. Les supporters sont partis au Mali avec une certitude. Les Lions vont remporter leur première Coupe d'Afrique des Nations. Premier match dans la compétition cet après-midi à Bamako. Le Sénégal bat l'Égypte à 1-0 grâce à un but de Lamine Diatta. Le pays peut continuer à danser. 2002, l'année de toutes les consécrations, mais aussi de la grande déception.
Cette finale perdue contre le Cameroun un soir de 10 février au Mali. Cette coupe qui lui tend les bras jusqu'au tir au but et puis se refuse à l'équipe du Sénégal sur un dernier tir raté du capitaine Aliou Cissé. Le terrain l'a montré, on n'a pas eu de titre avec cette génération. Et pourtant, par moments, le titre était à notre portée. Notre finale à Bamako, où j'étais en tant que président, je ne pouvais pas me mettre en Coupe d'Afrique, les présidents ne se mettent pas sur les bancs de touche. Et ensuite, c'est très difficile de descendre des gradins pour aller parler aux joueurs, etc., surtout pendant les prolongations. Mais ce qui s'est passé, c'est... Vous auriez voulu faire ça? Oui, j'aurais voulu ça, je ne pouvais pas. Parce qu'il avait désigné ses tireurs. On avait désigné des tireurs. Mais quand, avec l'émotion à la fin, plusieurs se sont désistés, il aurait dû appliquer la règle stricte qui avait été désignée. Tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à assumer. Mais une finale se joue pour être gagnée. C'est ce qu'on n'a pas fait. Même jusqu'au tir au but, la coupe était à notre portée. Ça, je vous le dis. Même quand le Cameroun a devancé le Sénégal au tir au but, notre dernier tir, s'il rentre, on est à égalité. Donc cette coupe nous a longtemps souri. Il est tombé sur l'émotion, ce qui lui arrive très rarement, et d'autres ont tiré à la place d'autres, etc. Mais en général, quand on désigne, quel que soit Alpha et Oméga, les tireurs qui sont désignés pour les pénaltys, c'est ceux-là, sauf que si l'un est blessé, etc. 2002, l'année du tremblement de terre à Séoul, en 31 mai. Premier match de la Coupe du Monde et le Sénégal fait tomber l'équipe de France. Des larmes de tristesse à Bamako, des larmes de joie à chacun d'entre eux. C'est le match que nous avons gagné à Windhoek, le dernier match qui annonçait ou qui marquait en tout cas la qualification du Sénégal pour la Coupe du Monde. Puisque avant le match, je prenais avec lui et contrairement aux attentes, il avait à l'époque décidé de titulariser Diao. Non, Pape Thiaw. Alors que rien ne laissait présager la titularisation de cet attaquant. Et il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Je sens que de lui nous viendra la lumière, de lui nous viendra l'efficacité dont on a besoin. Et le déroulement du match, dont je n'ai plus tous les tenants et aboutissants à la mémoire en tout cas, montre qu'il avait parfaitement bien senti la chose. Et ce jour-là, la qualification de l'équipe du Sénégal, obtenue donc loin de Dakar à Windhoek, c'était aussi la conséquence heureuse des choix de Bruno Metsu. Le deuxième match de Bruno Metsu, c'était à Rabat. Voilà, là où tous les professionnels sont arrivés, les LH sont arrivés, les Salif, vraiment tout le groupe était vraiment présent. Je pense qu'après ce match-là, on s'est rendu compte que si on continuait à honorer, en tout cas, les sélections, et il y aurait une possibilité de faire quelque chose ensemble. Le match référence qui m'a surtout donné des certitudes sur l'avenir du groupe qu'on avait et qui pouvait rivaliser avec les meilleurs et faire quelque chose d'appréciable, c'est le match qu'on a joué à Rabat, en éliminatoire de Coupe du Monde face à une très grande équipe du Maroc. Ce jour-là, dans le jeu, j'ai senti que quelque chose était en train de se dessiner et qui pouvait nous amener vers des lendemains meilleurs. N'eût été même quelques erreurs d'appréciation au niveau de l'arbitrage, on aurait pu gagner ce match. Contre l'Algérie ici, parce qu'on avait déjà battu la Namibie 4-0 je crois, et on joue l'Algérie ici, tout le Sénégal maintenant commençait à parler de notre équipe et tout le monde commençait dans le monde entier, dans l'Afrique même, commençait de parler de notre équipe. Et on s'est dit les gars, il y a quelque chose à faire. Et pour faire quelque chose, il faut marquer un gros coup aujourd'hui. On joue contre l'Algérie, on arrive, on les met 3-0. Et j'ai eu la chance de marquer les 3. Et c'est là qu'on s'est dit que, les gars, il y a moyen de faire quelque chose. On a joué tous nos matchs de préparation, on était archi nuls. On se posait la question même, qu'est-ce qu'on va faire à la Coupe du Monde?
Parce qu'on n'était pas bon du tout, pas du tout. On n'a gagné aucun match. 0-0 avec des sélections, avec des clubs de second couteau. Donc voilà, on doutait. Hein. Mais arrivé le match Sénégal-Équateur, c'est dommage que les Sénégalais n'ont pas vu ce match-là. C'est un match, c'est Bobo Diop qui marque, mais c'est le meilleur match du Sénégal. Même en Coupe du Monde, ça c'était le meilleur match du Sénégal. C'est un match qui a redonné confiance à tout le groupe, tous les dirigeants, parce qu'il n'y avait pas seulement les joueurs, hein. Il y avait les dirigeants, il y avait les joueurs, il y avait même la presse. Ce match où on se retrouve à 10 contre 11 avec le Nigeria en demi-finale, pour moi ça a été le déclic. J'ai dit le Nigeria, parce que je ne parle pas de revanche, mais pour moi ça a été douloureux le quart de finale à Lagos en 2000. Et ça a été, je n'ai pas pensé directement en revanche, mais ça a été pour moi une satisfaction mais extraordinaire d'avoir non seulement battu les Super Eagles, mais de les avoir battus en infériorité numérique dès le début du match. Hein. Ça a été pour moi un match référence. Après ces deux grandes compétitions et ces beaux exploits de l'équipe nationale, le travail du Français Bruno Metsu est exposé à la route. C'est qu'au vu du parcours qui a été le sien, il a tapé dans l'œil des plus grands décideurs internationaux. Et évidemment, les pays du Golfe n'ont pas manqué de l'approcher par divers intermédiaires et par lui faire des propositions sonnantes et trébuchantes. Metsu n'était pas connu comme un grand technicien, il n'avait pas gagné assez d'argent. Aussi bien les Turcs, il y avait un club turc qui était lui, et surtout les Émiratis de Al Ain, qui avaient proposé un pont d'or, un contrat presque qu'il ne pouvait pas refuser. C'est au sorti d'une audience avec le président de la République que les Sénégalais ont appris que Metsu s'en allait, qu'on lui aurait autorisé à quitter le Sénégal pour aller faire une pige aux Émirats sur une période assez courte pour revenir après les qualifications, reprendre son équipe à main. Ça a été une surprise pour moi que Bruno ait quitté le Sénégal. Voilà, j'ai lu dans un journal que Metsu partait. C'est au soir que j'ai entendu dire que bon, il avait l'autorisation de partir et de revenir. J'ai dit non, ça n'existe pas dans le sport. Le foot aussi, c'est des opportunités. Une assez brillante participation à la Coupe du Monde lui a ouvert des opportunités. Et des gens ont sauté là-dessus pour lui faire des offres. Mais quand il partait, disons la vérité, il était sous contrat. Le compromis souhaité par Metsu n'est pas envisageable du côté de la Fédération sénégalaise de football. La seule et véritable fausse note du compagnonnage entre le Sénégal et Bruno Metsu. Il y a certains qui ont parlé de disponibilité. Je me rappelle que certains dirigeants du Sénégal n'étaient pas contents quand il a dit ça. Il est malade, disponibilité, ça n'existe pas en foot. Bruno voulait faire comme Gued Eddings. Avoir l'équipe là-bas et venir à chaque fois. Et c'est possible, les entraîneurs le font. Ça n'existe pas. Si vous avez un exemple, depuis que le football existe, donnez-le-moi. Un entraîneur qui dit je pars, après vous me gardez ma place, je reviens. J'ai dit au président Abdoulaye Wade, hein, comme ça, il me dit oui, qu'est-ce qui se passe, parce que le monsieur, j'ai entendu dire qu'il s'est adressé à des non-initiés. Bon, j'ai dit non, peut-être c'est le mot à l'époque qui m'est sorti de mon vocabulaire. Mais je voulais juste expliquer que ce n'est pas possible. Et je lui ai dit, comme ça, c'est pas possible, comme je viens de vous l'expliquer. Il m'a dit, mais là, tu as raison. Et ils m'ont donné la télé, là. Je suis descendu, je dis, bon, Metsu il part, il est parti. Ça n'existe pas dans le foot, on ne chauffe pas la place d'un entraîneur. Il m'a appelé, il m'a dit que oui, bon, il a des propositions à un truc, et que, bon, lui, donc il a vu le président de la République, il a autorisé, mais bon, le président sourit, il n'était pas trop d'accord, et ainsi de suite. Le président El Hadji Malick, j'aime pas le président El Hadji Malick sourit, donc n'était pas trop d'accord, parce que bon, lui c'est un homme de football. Il y a un contrat. Dès qu'il y a un contrat, c'est un contrat. Quand on doit le contrat, c'est à la fédération et l'État. Il faut faire attention, nous, la fédération ne paye pas, mais c'est l'État. Donc si l'État décide de le laisser partir, moi je m'incline. Mais lui, en fait, c'était peut-être du respect ou
un sentiment de gêne, etc. On a déjeuné le même jour de son départ, mais je ne savais pas qu'il partait le soir. Et il est venu chez Tom de Vargas, un de mes amis italiens, là on a mangé des pâtes, mais il ne savait pas comment me dire le point dont je pars. C'est difficile, moi à sa place peut-être ça aurait été la même chose. Je pense que le président, très réactif lui, un homme qui anticipe, a tout de suite vu qu'il fallait passer à autre chose et changer d'entraîneur. Et il a pris ses responsabilités pour changer d'entraîneur. C'est ça qui a fait venir Guy Stéphane. Et qu'il a fait comprendre que nous, on pouvait... C'était quoi? Parce qu'on devait jouer le Lesotho à l'époque. Le Lesotho, la Gambie. Ouais, c'était une poule de 3. Lesotho et Gambie pour se qualifier. Donc pour lui, Ablaye et moi pourrons gérer ça. Ce qu'il m'avait dit, c'est que ce contrat est un contrat presque à court terme. On revient d'une Coupe du Monde. Je pars aux Émirats pour revenir 9 mois après. On a considéré ça comme une animosité entre mes scènes. Au contraire, mais vous savez, les entraîneurs étrangers, hein, quand ils viennent à Dakar, il y a toujours des gens qui sont là, qui veulent être avec eux, etc. Ça est arrivé avec Claude Leroy, c'est arrivé avec sur moi, je ne sais pas. Mais je dis toujours aux entraîneurs, de toute façon, hein, tant que vous gagnez, ça va, mais quand vous perdez, vous ne verrez que les gars de la Fédé. Il s'est trouvé que le président de la fédération d'alors, El Hadj Malick Sy Souris, qui est quand même un homme de principe, n'avait pas accepté cette formule-là. Mais en réalité, on a bien vite compris quand Metsu avait fait le choix des pétrodollars, comme on l'avait appelé à l'époque. Parce qu'entre les 13 millions qu'il gagnait au Sénégal et quasiment les milliards qu'il pouvait se faire mensuellement aux Émirats, bon, au sorti de la Coupe du Monde, ça coûte sur le marché avait explosé. 12 ans après, les acteurs tirent des enseignements de ce départ. Metsu ne pouvait refuser de telles offres. En dépendait aussi sa vie d'homme. Arrivé à un âge, donc il a bourlingué un peu en Afrique et en France. C'était un contrat où il y a l'avenir de sa famille en jeu. Donc ça se comprenait un peu, quoi. C'est ainsi que le système professionnel aussi fonctionne. Il a été l'objet, je dirais, d'approches véritablement intéressantes sur le plan financier. Et bon, il a fini par accepter. On n'avait pas les moyens financiers. Il ne faut pas que les gens se leurrent. Le Sénégal n'avait pas les moyens. Parce que vous pouvez s'imaginer nous mettre sur le même pied que ces clubs émiratis et turcs. Et on lui avait proposé un pont d'or. Metsu ne pouvait... C'est sa vie d'homme. C'est sa vie d'homme. Parce qu'avant le Sénégal, il a fait un passage en Guinée, on ne l'avait pas payé. Il y a une cassure, à partir du moment où Bruno est parti, il y a une cassure. Mais moi, ce qui m'a fait mal, c'est qu'on a construit, on a voulu construire quelque chose. Et on avait déjà construit quelque chose pour les Sénégalais. Et on savait que nous, on pouvait gagner la Coupe d'Afrique. Si on nous avait laissé 3 ans avec le même groupe. La déception, à mon humble avis, vient seulement du fait qu'il est resté au Sénégal à la tête de l'équipe avec un séjour trop court, trop court. Il n'y a pas eu avec lui cette continuité après la Coupe du Monde. C'est marrant parce que avec du recul, je me disais, ça ne va pas durer, il va revenir. Parce que l'un va manquer à l'autre. Pour moi, c'était une histoire d'amour interminable entre Bruno Metsu et le Sénégal. Ça a eu des incidences politiques après, parce qu'on sait que les clashs entre la fédération et l'État sont en partie aussi de cette affaire-là, puisque c'est sur le perron du Palais de la République, au sorti du Ménia, que la décision a été annoncée. La Fédération sénégalaise de football mise devant le fait accompli. J'avais toujours cet espoir que Bruno revienne. Et malheureusement, on sait ce qu'il en est advenu. Il est parti et il est resté des années là-bas. Il était heureux jusqu'à dernièrement où il était toujours heureux, mais qu'il voulait revenir. Et malheureusement, il était deuxième sur la liste. Après un entraîneur qui n'est pas venu, qui a finalement utilisé le Sénégal pour pouvoir améliorer son contrat. Bruno
était le deuxième sur la liste et finalement il n'a pas été non plus choisi, même en tant que deuxième. Et si Metsu était resté, le Sénégal aurait-il gagné un titre continental? C'est des questions difficiles à répondre parce que tu sais, on peut toujours extrapoler. Rien n'est moins définitif et catégorique qu'un raisonnement en matière de football. On ne peut jamais, je dirais, se projeter de cette manière. On ne peut jamais dire, oui, les choses se seraient passées de cette manière-là si lui, il était là. Combien de fois n'a-t-on pas vu un entraîneur à la tête d'une équipe réussir une saison admirable et la saison d'après éprouver les pires difficultés à conduire la même équipe? Donc, je pense que c'est un peu spécieux comme type de raisonnement. S'il était resté avec les acquis, la CAN du Mali, qui nous laisse sur notre faim, parce que la coupe nous passe entre les doigts, la Coupe du Monde, qui aussi nous laisse sur notre faim, parce que l'élimination a été une élimination assez surprise face à la Turquie. Ça a laissé un goût amer, même si c'était une participation honorable. Mais il faut dire les choses. S'il était resté en tirant les enseignements, les vrais, de ces campagnes, peut-être cette équipe allait vers un titre. Il y avait une osmose, une symbiose entre ce groupe et Metsu. C'est pourquoi tous les entraîneurs qui étaient venus après ont eu du mal. Parce que ça passait, le message passait. Et quand je su que Bruno partait, ça m'a fait très mal. Et jusqu'à présent, c'est ça le vrai problème. Parce que si on nous avait laissé notre équipe avec Bruno, Bruno allait garder les mêmes joueurs. On a perdu la Coupe d'Afrique, mais l'année d'après, on la gagne. Comme à cette époque-là, c'était des questions qu'on ne se posait pas trop parce que le groupe se sentait tellement fort. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde pensait qu'avec n'importe quel entraîneur, le Sénégal était capable de faire les mêmes choses qu'on avait fait en 2002. L'avenir nous a montré que non. L'avenir nous a montré que sans Bruno... de l'équipe nationale. Et pourtant, il aura laissé des empreintes indélébiles. On ne peut pas mettre un mouchoir sur 2000, on ne peut pas mettre un mouchoir sur 2002. Ce furent des moments en tout cas exceptionnels pour le public sénégalais, pour le football sénégalais. Incontestablement, son nom sera lié à jamais au football de ce pays-là. Je me suis posé des questions à un certain moment, lors de la préparation du match contre la France, quand on était dans les vestiaires et qu'on faisait la dernière réunion où il donnait les dernières consignes avant d'aller sur le terrain. Il était tellement dans ce match, il était en train d'utiliser les mots qu'il faut pour que les joueurs se surpassent. Il le disait par exemple, vous savez, au Sénégal, les jeunes qui doivent aller à l'école hier, ils n'ont pas pu dormir. Ils n'ont même pas pensé à regarder leur cahier. Et si vous perdez, dites-vous que non seulement ils ne vont pas manger, mais demain à l'école, ils ne pourront même pas se concentrer sur leur cahier. Vous êtes un groupe d'une vingtaine de personnes. Vous avez la chance de pouvoir donner du plaisir à tout un peuple. Ce n'est pas donné à n'importe qui, ne ratez pas cette occasion. Et j'étais en train de me dire, celui-là, est-ce qu'il est réellement français? Parce qu'on allait quand même jouer contre la France. Quand on était arrivé à Séoul, la veille du match, la France a refusé de s'entraîner, l'équipe de France, le Sénégal s'est entraîné. Les journalistes de grandes chaînes internationales ne connaissaient pas Metsu, ne connaissaient pas l'équipe du Sénégal. Il y a un gars qui m'a appelé qui m'a amené un map-monde pour que je le situe un peu le Sénégal, Metsu, sa carrière. En ce moment, Google n'était pas aussi développé que maintenant en 2002. Donc il fallait qu'on explique. Donc tu as vu, c'était le gars, même quand il a battu la France, c'était quelque chose, bon, c'est quoi? C'est un tremblement de terre. Je vous avais dit que j'allais battre la France. C'est ça qu'il avait dit, comme ça. Donc c'était le gars qui prenait pas, tu as l'impression qu'il ne prenait pas les choses à la légère. Or, je pense que c'est l'un des plus grands psychologues que moi j'ai rencontré. Moi, ce qui m'a le plus marqué, vraiment ce qui m'a marqué, c'est sa capacité à pouvoir retransmettre sa motivation et ses convictions. Ça, je crois que c'est sa plus grande force pour moi. J'ai eu la chance de travailler avec lui en tant que joueur. Et j'ai vu sa méthodologie. Je sais que c'est le bon. Et il m'arrive parfois de prendre certaines choses de Bruno. Voilà, donc oui, il fait partie des gens qui m'inspirent aussi. Bruno nous vouait beaucoup de respect. Je veux parler des Sénégalais. Dans nos relations strictement personnelles, il y avait ce sentiment que j'ai toujours retenu de lui. Ce respect. Mais l'estime aussi qu'il avait, en tout cas
pour moi. D'un homme plutôt sympa, d'un homme véridique et franc, pour l'avoir côtoyé durant toute la période où il était à la tête de cette équipe du Sénégal, là, pour l'avoir côtoyé plus particulièrement au Mali, parce que c'était la première fois que je couvrais une Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Il a été, malgré les conflits qu'il y a eu à un moment donné avec la presse, c'était un homme accessible et disponible pour la presse. Nous sommes des amis. Nous étions vraiment des amis. Donc c'est vrai que la relation elle est différente. Moi j'allais chez Bruno, Bruno venait chez moi en Belgique avec femme et enfants, tout le monde. On se voyait, on se parlait presque toutes les semaines. Quand il est décédé, j'étais en route, j'étais à Doha pour aller le voir quelques jours après, à Dubaï. Et finalement il est décédé, donc j'ai dû quitter directement Doha pour venir ici, être dans les préparatifs avec sa femme et toute la famille. Chaque fois qu'il a eu l'occasion de revenir au Sénégal, qu'il aimait beaucoup, il m'a appelé pour me dire « Dis-moi où tu es, je viens te trouver ». La dernière fois, je me rappelle, il m'a trouvé au stade Demba Diop. Je regardais un match de championnat, il m'appelle, je dis « Je suis au stade ». J'arrive tout de suite. Voilà. L'homme en tant que tel était un homme d'une certaine courtoisie qui ne voulait pas choquer ni faire de mal. Et ça se voyait dans son attitude à chaque fois qu'il y avait un contact avec la presse. Bruno Metsu est mort à l'âge de 59 ans à Coudekerque-Branche, son village natal situé au nord de la France. Il repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Et dans leur tête, ses frères et compagnons de 2001 à 2002 garderont toujours le meilleur de l'homme. Le peuple sénégalais gardera en mémoire les meilleures victoires. Ce fut bel et bien la rencontre entre une patrie et un homme. C'est son sourire, c'est toujours le mot qu'il a pour rire, c'est toujours, je dirais, on dirait de manière très triviale la manière dont il avait de déconner. Voilà, ça c'est Bruno Metsu. Les gens avaient tellement assimilé Messi à Diouf. Et je me rappelle quand on partait en Coupe d'Afrique, on a pris un volet spécial à la descente de l'avion, à l'arrivée au Mali, il disait que les mamans dans la rue, il disait, quand dès qu'il voit Messi, il dit, mais Bruno, il dit Bruno, hélas. Non, ça, il disait ça quoi. Il chambrait tout le monde. Il disait, et Bruno, hélas. Donc vraiment, pour eux, c'est un homme avec une joie de vivre extraordinaire quoi. Bruno, je ne le prends même pas comme un Français pour moi. Moi, quand je parle avec lui, des fois, j'oublie que je parlais avec un Français, avec un étranger. Et le truc qui m'a plus marqué, c'est que ces derniers jours, quand je l'avais eu au téléphone, il me disait qu'il était très fatigué, il aimerait bien se reposer à Dakar. Ça, c'est... La dernière fois que je l'ai vu, on a déjeuné ici avec sa femme et son épouse. Il était malade, il est venu me voir, il voulait me dire au revoir, il est déjà atteint par la maladie. On a parlé, c'est comme mon fils, hein, parce que sa femme est copine à ma fille. Bon, il a un peu plus l'âge de mes enfants. Donc vraiment, il y avait une sorte d'amour entre monsieur et moi que Dieu nous a récompensé. Alors essayons un petit peu de profiter des gens lorsqu'ils sont là, de prendre soin des gens lorsqu'ils sont là, de dire les bonnes choses quand vous le pensez, quand les gens sont là, et ne pas toujours attendre jusqu'à qu'ils disparaissent pour commencer à dire Ndeysaan.